insomnie, troubles digestifs, fatigue chronique. Lorsqu'on parle de fatigue, ça ne veut pas dire qu'on n'est que fatigué. Il y a des phases où il y a de l'énergie, voire des pics d'énergie et ça redescend très vite. En général, c'est des cycles très intenses. Angoisse, donc des symptômes d'angoisse dans son corps, une sensation d'oppression, de muscles qui se rétractent, de flou qui s'installe, voire d'attaque de panique. Anxiété générée par cette sensation, générée par cette angoisse. Troubles du comportement, addiction, tabac, drogue dont les médicaments font partie, alcool. Mais il y a aussi l'addiction à des états chimiques, donc hormonaux dans son corps, notamment par exemple l'addiction à l'endorphine qui va se déclencher après des courses à pied par exemple, après avoir avoir eu ce pic d'énergie, il y a quelque chose qui se repose. Ça peut être aussi l'addiction à l'adrénaline, où là du coup on va chercher des sports extrêmes, avec des mises en danger. Ça peut être l'addiction à l'ocytocine qui va être elle plutôt déclenchée dans les relations d'attachement, le sexe typiquement. Les conduites déviantes qui vont provoquer justement ces hormones d'adrénaline et cortisol qui vont nous permettre d'avoir une espèce de shoot anesthésique, chimique et émotionnel. Donc tout ça c'est quoi? Je vous ai cité les principales conséquences d'un stress post-traumatique. Un stress post-traumatique c'est quoi? Il peut y en avoir de différentes sortes. Un stress post-traumatique simple qui va survenir après un traumatisme. Ça serait un seul événement isolé qui va générer donc des conséquences physiologiques, neurologiques, cognitives, émotionnelles, comportementales. Et le stress post-traumatique complexe qui lui survient lorsqu'il y a eu plusieurs traumas répétés, encore et encore et encore. Et du coup va rendre le stress post-traumatique complexe parce que il y a souvent dans ces cas-là des mécanismes de dissociation de l'identité, dissociatif de l'identité, les TDI, qui se mettent en place et qui du coup font appel à une multitude d'identités qui a été développée suite à la multitude de traumas. Qu'est-ce que c'est que le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité? C'est lorsque on a des parties de nous qui prennent le dessus, qui sont au contrôle. Ce sont des parties de nous qui peuvent être, qui sont souvent en âge décalé par rapport à l'âge actuel que l'on a. Donc qui font référence à des enfants, adolescents ou adultes traumatisés, avec des émotions qui ont été engrammées à ce moment-là et des réactions de survie qui se sont mises en place. Et lorsque ces parties de nous sont réactivées par une situation, ce sont des parties donc qui viennent se mettre au contrôle, c'est elles qui prennent les commandes, c'est elles qui vont dicter notre conduite, nos façons de réagir, notre façon de parler, et la relation qu'on va avoir au monde et à soi-même. Donc souvent la relation à soi est coupée, puisque ces différentes parties de nous, d'où ce nom de trouble dissociatif de l'identité, c'est qu'il y a plusieurs identités en fait qui vont soit entrer en conflit une fois que le stade dissociatif a été et avancé en termes d'analyse, de compréhension de mécanismes, de ce qui se met en place, etc. Ou alors des
une coupure de lien de soi à soi, où en général il y a voilà, vraiment une partie de soi qui va prendre le contrôle sans que la partie de soi adulte aujourd'hui puisse rien faire pour revenir à soi, à un soi associé, à un soi intégré. Face à une autorité, votre patron ou votre patronne vous demande de faire quelque chose de manière assez autoritaire, ça peut être un activateur. Et du coup, la partie de vous qui va réagir à ça, à cette autorité-là, va être une partie qui a été dans le passé traumatisée face à une autorité. Donc ça peut être un adulte lorsqu'on est enfant, un professeur des écoles, un professeur de sport, n'importe quoi. Et cette partie-là va donc surréagir. Puisque c'est la partie traumatisée qui va prendre le lead et qui va se croire en danger à ce moment-là et qui va appliquer des stratégies de survie qui sont donc extrêmes et donc démesurées par rapport à la situation qu'on est en train de vivre actuellement. Les choses que l'on peut faire à ce moment-là lorsqu'on se sent envahi et qu'on en a conscience, toute la difficulté aussi c'est de pouvoir faire ces prises de conscience qui ne sont pas évidentes. Et il y a peut-être des moments où vous aurez la conscience de ça a posteriori et pas sur le moment. C'est un apprentissage aussi de rendre ces mécanismes-là conscients. Mais si vous commencez à avoir une conscience de ça et de ces parties qui prennent le contrôle de vous à ces moments-là, des moyens de retour à son intégrité, donc à son soi associé, peuvent être de toucher quelque chose, de prendre quelque chose dans ses mains, de retrouver la sensation du contact, repasser par ses sens. Donc là, je touche une table en bois, je sens qu'elle est douce, qu'elle est en même temps un peu râpeuse par les petits bouts de bois qui sortent. Je sens le sol sous mes pieds, je sens le banc sous mes fesses. Je sens l'air sur ma peau, je peux regarder autour de moi, j'ai des arbres devant moi, je vois un chemin devant moi, donc on peut prendre 5 choses sur lesquelles se raccrocher. Je vois des oiseaux qui volent dans le ciel, je vois le ciel bleu, je vois la table qui est devant moi, j'ai mon sac à dos qui est à côté. Ça peut être aussi, si on est en train de marcher, par exemple, compter ses pas. On peut aussi compter si on est assis, pour essayer de se calmer et se rassembler en même temps. Ça peut être aussi focaliser sur sa respiration. J'inspire, j'expire. Ça peut être aussi se passer de l'eau sur le visage, de l'eau fraîche, froide. C'est très aidant pour revenir. Le trouble dissociatif de l'identité est quelque chose qui me fascine, qui me passionne et qui éveille une curiosité somatique et neurologique en moi et émotionnelle. Déjà parce que j'ai moi-même un trouble dissociatif de l'identité, parce que je pense qu'on est beaucoup à l'avoir, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir et à ne pas s'en rendre compte. La dissociation, elle peut être simple. Dissociation, ça peut être je prends ma voiture pour rentrer chez moi, c'est un trajet travail-maison que je fais tous les jours. Il peut y avoir parfois une espèce de pilote automatique qui s'enclenche et je vais faire ce trajet retour boulot-maison sans m'en rendre compte. Et ça, c'est un état dissociatif simple, c'est-à-dire que mon cerveau, ma conscience va prendre le relais pour me ramener chez moi et faire les choses et les tâches très efficacement sans que ça me coûte en énergie. C'est aussi un espèce d'épargneur d'énergie quelque part. Ça peut se produire aussi lorsque je suis absolument époustouflée par un paysage par exemple, où j'en aurai le souffle coupé de beauté et d'émerveillement de ce paysage.
où j'en suis tellement exactement au souffle coupé que je ne sais plus parler, je ne sais plus m'exprimer, je peux juste regarder cette beauté sans trouver de mots, sans trouver de... C'est aussi une forme de dissociation. Et ensuite, on a cette forme-là donc de dissociation à l'extrême dont je vous ai parlé, où là, on va se dissocier des situations qui sont trop pour nous. Lorsqu'on parle de traumatisme aussi, les gens voient souvent ça comme quelque chose d'extrême et ils ont bien raison, c'est un mécanisme extrême, mais on a tendance à croire que c'est des choses absolument d'une violence dans les faits, je veux dire, ou par exemple quelqu'un qui aurait vécu la guerre, là on se dit oui, il voit des choses absolument horribles, on comprend qu'il soit traumatisé. Un enfant qui reçoit une gifle, hein, j'allais dire une simple gifle, mais bon, vous aurez compris, ça va, t'as pas fait la guerre, c'est pas traumatisant, tu t'es pris une claque. Bon ben, moi j'en ai pris plein quand j'étais gamin. Hein. Alors que chaque personne va vivre la situation avec sa propre histoire, avec ses propres émotions, avec ses propres ressentis. Et il est aussi question de valider ça, valider ses propres ressentis, valider la subjectivité, le fait qu'on est tous des êtres différents et uniques, et que ce que moi je vais imprimer comme violent pour moi, brutal et traumatisant, ne le sera pas forcément pour mon voisin ou ma voisine. Et ça, c'est aussi important à prendre en considération dans cette notion de traumatisme. Ce qui en vient à dire que finalement, il est fort possible, et c'est ce que je crois, que nous soyons tous et toutes quelque part traumatisés de quelque chose ou de plusieurs choses. Et que lorsque le corps nous ramène ces mémoires-là, ces sensations-là, on a d'autres choix que de les valider enfin. Parce que souvent aussi on peut avoir ce mental qui nous dit ce n'est qu'une gifle, c'est pas si grave. Mais dans le corps ça se passe pas du tout comme ça. Dans le corps je suis un enfant, une enfant de 4 ans parce que j'ai voulu un jouet et que je l'ai demandé en pleurant, en faisant un caprice comme on dit, et que j'ai reçu une gifle en retour, je vous la fais très courte. Mais l'enfant, s'il se met à faire un caprice qui n'en est pas un, on est bien d'accord, c'est pour ça que je mets des guillemets, c'est que finalement il exprime son émotion, sa frustration, son envie, son désir ou sa colère, ou il exprime lui par les émotions, il est full émotion, il n'a pas encore la capacité d'analyse, de recul à un niveau neurologique et cognitif qu'ont les adultes de cette prise de recul, cette perception de ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment ça se passe. Un enfant il vit un peu du tac au tac, donc lui il vit un peu du tac au tac. J'exprime ça et en retour je me prends une gifle devant tout le monde, injustice, humiliation, et qui tu es pour me dire que ça n'a pas été traumatisant pour moi? C'est qu'à un moment donné, ce qu'on vit dans son corps et l'intensité avec laquelle on le vit, c'est ça, c'est là. Et c'est aussi tout un travail d'acceptation, de se rendre compte que le mental est génial, le mental il est fabuleux, il a une nécessité absolument dingue, mais parfois aussi il va nous couper de cette validation de ressenti, cette validation de soi, j'ai envie de dire par extension. Puisque le soi c'est le tout, hein, c'est la corporalité, mais c'est aussi le mental, c'est aussi l'émotion, c'est aussi l'énergie. Donc c'est un tout. Et au plus vous allez vivre des traumatismes répétés, au plus vous allez vous segmenter, vous dissocier et créer plusieurs identités. Qu'est-ce que ça veut dire des identités? C'est des parties de soi qu'on peut identifier avec des jeux. J-E. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre le lead à ce moment-là, c'est vraiment une identité propre, qui a une histoire propre, qui a un âge
émotionnelles propres. Et d'ailleurs, on appelle ça des parties émotionnelles. C'est des parties de l'identité bloquées à cet âge de traumatisme émotionnel. Et donc, si les traumatismes sont répétés pendant des mois, des années, voire des décennies, il va y avoir autant potentiellement de parties émotionnelles, de fragments de soi, et donc de puzzles neurologiques aussi et émotionnels qui vont être éminemment complexes à comprendre déjà pour la personne qui a subi tout ça, à réassocier, à réintégrer, à unir pour ne plus qu'elles soient en conflit. Et c'est un processus qui prend des années et c'est absolument normal. Selon les personnes, ça ira plus ou moins vite. Selon les besoins, ça ira plus ou moins vite. Et c'est quelque chose qui met du temps à se reconstruire. Pourquoi ? Parce qu'il est aussi fondamental pour se reconstruire de reconnaître ces parts de soi qui ont été blessées. Pour pouvoir les intégrer. Et la reconnaissance de ces parts de soi qui ont été blessées demande d'être aujourd'hui en sécurité dans son corps, dans ses émotions, dans ses relations, à un niveau émotionnel, matériel, physique, pour que neurologiquement le cerveau soit prêt à se dire « Ok, là on est en sécurité, je peux aller rechercher ces vieilles mémoires qui avaient été encapsulées dans le cerveau limbique et commencer à les traiter. » Bon, ce qui se passe souvent dans les traumatismes, c'est qu'on perd la mémoire de ce qui s'est passé, que ce soit de manière totale ou partielle. Lorsque l'on garde cette mémoire de manière partielle, ou lorsqu'elle revient ensuite, qu'il y ait une levée d'amnésie traumatique, on peut vivre des réviviscences, des flashbacks, des ressurgences de sensations, d'émotions, d'images. Il y a des cauchemars qui viennent, il y a beaucoup de cauchemars qui viennent, il y a beaucoup de mémoire du corps qui se réveille, qu'il est fondamental de travailler la notion de stabilisation et de sécurité. Dans un premier temps, pour permettre à ces mémoires de revenir. Et lorsque je dis ça, ça peut vous faire peur, mais c'est pas parce que ces mémoires vont revenir que ça va dans le mauvais sens. Au contraire, même si ça ramène beaucoup d'intensité dans les émotions, beaucoup d'intensité dans les sensations corporelles, c'est des passages qui sont nécessaires pour traiter les informations, traiter le traumatisme qui a été subi ou les traumatismes qui ont été subis et pouvoir petit à petit les intégrer. Parce que sinon, ça équivaut à quoi ? Ça équivaut à avoir vécu des choses, à les avoir enfermées dans un coin. Par exemple, je les enferme dans mon ventre et je n'ai plus jamais de lien avec mon ventre. Non, j'habite mon corps entier. Et mon corps entier, pour pouvoir le vivre sereinement et de manière dans l'unité, je veux dire dans l'unité de soi, dans l'union de soi, ça implique de récupérer son ventre aujourd'hui et de plus laisser son ventre quand il avait 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et pour récupérer son ventre aujourd'hui, ça implique de retourner voir ce que le ventre se souvient lorsqu'il avait 4 ans, 5 ans ou 10 ans. Et oui, ça va réouvrir des pans de vie très intenses, ça va ouvrir des émotions très intenses, mais ce ne sera pas du mal, ça ne sera pas quelque chose de contre-productif, ça ne sera pas à régresser, bien au contraire, c'est aller de l'avant,
c'est aller de l'avant en faisant face à son histoire, en diffusant aussi son histoire, faire en sorte que cette histoire arrête de nous contrôler aujourd'hui et de faire grandir l'adulte qui est en nous aujourd'hui, la part adulte qui est en nous aujourd'hui et qui va être capable d'aller prendre soin de toutes ces parts enfants, adolescents ou adultes traumatisés pour les soigner, les réparer, les protéger, les aimer et faire en sorte qu'elles ne se sentent plus seules et isolées et tristes et en colère et fous de rage, folles de rage, etc. C'est refaire l'intégrité et c'est absolument fondamental. Fondamental. Donc qu'est-ce qui se passe quand je dissocie? C'est un processus de sidération qui se met en place lorsqu'on vit une ou des situations donc traumatisantes dans lesquelles il va y avoir des émotions extrêmement intenses à tel point que la neurologie perçoit un réel danger de mort. Donc de mise en danger de l'intégrité physique, psychologique et émotionnelle. Et donc va sidérer, va dissocier neurologiquement le cerveau du corps ou une partie du corps ou plusieurs parties du corps en produisant notamment le cortisol qui est une hormone anti-inflammatoire et qui va anesthésier en fait le corps de sorte à ce qu'on ne ressente plus son corps, qu'on ne ressente plus les émotions et qu'on puisse vivre la situation comme étant déconnecté de celle-ci, séparé de celle-ci. Ce qui fait que les personnes qui ont vécu des traumatismes, souvent, lorsqu'elles sont en capacité d'en parler, au début en tout cas, vont avoir la potentialité, vont en parler de manière détachée. Elles vont vous dire des choses absolument inconcevables, de l'ordre de l'inacceptable, avec beaucoup de détachement, une certaine monotonie dans leur récit, comme si ces choses-là ne leur étaient pas arrivées à elles, parce qu'elles sont encore dissociées, donc c'est encore différentes parts d'elles, et celle qui va raconter son traumatisme, c'est la part d'aujourd'hui qui a réussi à vivre, à se construire potentiellement, mais qui n'est pas forcément en lien avec la part qui a subi ce ou ces traumatismes. Et donc, ça va donner un récit très, très lointain, très détaché, très comme si je racontais la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, il faut comprendre que dans ces mécanismes de dissociation, c'est vraiment des réactions extrêmes qui se produisent avec des émotions très intenses qui pourraient entraîner la mort si elles étaient vécues à 100% à l'instant T. Donc c'est vraiment un mécanisme de protection qui est absolument primordial, vital, fondamental, qui s'opère à ce moment-là. Le problème, c'est que au plus des traumatismes vont être répétés, au plus on va se dissocier, sidérer, s'anesthésier, au plus on va se détacher de soi, de son corps, de ses émotions, et créer des fragments de soi dans diverses situations, qui vont avoir diverses stratégies de survie, qui ne vont pas forcément être les mêmes en fonction des situations et de ce qu'on a vécu, de son histoire. Et ce sont aussi des parties de soi qui vont potentiellement rentrer en conflit les unes avec les autres, en créant aussi, ça peut entraîner des réactions où on va passer du noir au blanc,
du tout à son contraire dans quelque chose de très rapide, puisqu'après les parts dissociées, elles vont switcher. Donc la part qui va être au contrôle, ce switch va se faire très rapidement, en une fraction de seconde. Un mot suffit, une odeur, la vision de quelque chose, une sensation. Et ça peut aller très vite, ce switch, et du coup on peut passer vraiment d'une sous-réaction à une surréaction, ou à une action ou à une réaction normale. Qu'est-ce que la normalité? Et cet enfant qui va imprimer cette humiliation, cette injustice, à un moment T, va la garder en mémoire, et peut-être va imprimer « je ne dois plus me comporter comme ça, parce que sinon je me fais violenter, je me fais brutaliser ». Et donc, plus tard en grandissant, lorsqu'il va être face à des situations d'humiliation ou d'injustice, ça va réactiver chez lui ou chez elle cette mémoire traumatique où il y a cet enfant de 4 ou 5 ans qui va du coup prendre le relais et surréagir à la situation. Et là, ça nous emmène à 3 réactions possibles à un niveau du système nerveux. La lutte, donc je peux être très en colère, me mettre en posture de je vais au combat, je suis un guerrier, je peux le faire, je vais te fracasser la gueule. Ça peut être aussi la fuite, l'évitement. Donc je vais peut-être ne rien dire, je vais peut-être faire comme si c'était pas grave et que il n'y avait pas vraiment d'injustice qui était en train de se reproduire là. Je vais fuir la situation, je vais tourner les talons et m'en aller de la situation. Je ne vais pas être capable de communiquer. Et ça peut être l'immobilisation. Donc je suis figée comme paralysée devant la situation, incapable de réagir, incapable de rien dire, incapable de faire quoi que ce soit. Tellement cette situation me ramène dans ma mémoire traumatique. Voilà pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Je prendrai le temps de vous faire d'autres vidéos sur ce sujet qui est d'une importance capitale, qui est aux prémices de ces recherches, de ces mécanismes de fonctionnement, de la façon de le prendre en compte, de l'accompagner. N'hésitez pas, si vous avez des questions à ce sujet, à me les poser. Je me ferai une joie d'échanger avec vous. Si vous avez des envies que je parle de choses spécifiques, vous pouvez me le notifier aussi. Et si ça vous a parlé, si ça vous a plu, laissez un petit like, un petit commentaire ou abonnez-vous. Ça fait toujours du soutien pour le travail, les recherches, le temps, l'énergie que j'y consacre. À bientôt. Prenez soin de vous.